écarte l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN alors que la diplomatie britannique tente de récupérer des miettes d'influence à Washington. Nous évoquerons ensuite le cas de la Roumanie où le patriote Călin Georgescu a été arrêté en pleine rue et fait désormais face à des chefs d'accusation qui pourraient le conduire en prison. Ensuite, nous prendrons un peu d'herbe avec 2 députés qui préconisent une légalisation du cannabis et enfin une page industrie en France ou plutôt désindustrialisation. L'OTAN, c'est non. Donald Trump a confirmé que l'Ukraine n'intégrerait pas l'alliance transatlantique. Son homologue britannique, lui, suit les traces d'Emmanuel Macron à Washington. On peut oublier ça. À propos de la volonté du président ukrainien de faire intégrer Kiev à l'OTAN, le président américain Donald Trump ne s'est pas embarrassé de diplomatie. Mercredi, balayant d'un revers de main les rêves de son homologue d'adhérer à l'OTAN. Une claque qui résonne jusqu'à Bruxelles, où l'on s'agite en vain pour exister face à l'administration états-unienne et au Kremlin, car pendant que les États-Unis négocient des minerais et que des pourparlers russo-américains débutent à Istanbul ce jeudi, l'UE brille par son absence. Le Kremlin, inflexible, martèle que l'annexion des territoires occupés est non négociable et Moscou discute directement avec Washington, snobant une Europe réduite à un strapontin. Probablement plus réaliste que ses soutiens continentaux, Volodymyr Zelensky s'apprête à vendre des richesses minières de l'Ukraine aux États-Unis. Il en sera question vendredi à Washington. Cet accord cadre qui échange des minerais contre 3 ans d'aide militaire et financière américaine montre où se joue vraiment le destin de Kiev. Pas à Bruxelles, mais outre-Atlantique, quoi que laisse entendre le président ukrainien qui a tenté de relativiser l'importance de son déplacement dans une prise de parole assez confuse. Це початок, це рамкова угода. Що важливо, мені здається, що, ви знаєте, ця угода може бути великий успіх мати, або тихенько пройти. А великий успіх, я вважаю, залежить від нашої розмови з президентом Трампом. Якщо я побачу, почую із задоволенням, і я дуже розраховую на Америку і на президента, Et après avoir causé business avec les États-Unis, Zelensky se rendra à un sommet dit spécial le 6 mars à Bruxelles, une énième réunion où les beaux discours d'Antonio Costa, insipide président du Conseil européen, sur une paix complète, juste et durable, masqueront mal l'incapacité chronique de l'Europe à peser dans ce conflit. Les leaders européens, eux, courent à Washington comme des vassaux en quête d'approbation. Après Emmanuel Macron lundi, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, s'y rend ce jeudi pour supplier Trump de garantir une paix durable en Ukraine. Notons qu'aucun dirigeant n'évoque face à Donald Trump la possibilité de poursuivre la guerre. Il convient aussi de relever l'étonnante disparition de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui brille par son absence depuis l'arrivée de Donald Trump dans le bureau ovale. Le Britannique Keir Starmer va lui devoir jouer une partition équilibrée, car si son pays compte parmi les plus farouches opposants à Moscou, il est aussi à distance de Bruxelles depuis le Brexit. Il a ainsi admis la dépendance humiliante de l'Europe face à la Russie en affirmant « Nous avons besoin d'un filet de sécurité américain » qui fait écho aux garanties de sécurité réclamées par Zelensky. L'UE, avec ses sommets ronflants et ses déclarations creuses, est une fois de plus reléguée au rang de figurant. Alors que la Russie intensifie ses attaques à Donetsk et que la Corée du Nord pourrait avoir déployé des troupes supplémentaires en soutien à Moscou, Bruxelles s'agite, menace un peu, mais n'a pris aucune initiative concrète, qu'il s'agisse d'un changement de cap qui paraît aujourd'hui inéluctable, ou même d'un soutien à Kiev qui semble aujourd'hui bien improbable. Et surtout, cette Europe de Bruxelles montre une nouvelle fois son incapacité à agir de manière concertée, à l'image de Paris, qui négocie seul un accès aux matières premières ukrainiennes. Probablement une bonne chose pour la France, mais qui semble bien loin des lubies fédéralistes de son président Emmanuel Macron. Et alors que Trump impose ses conditions et que Poutine dicte ses termes, Bruxelles organise des réunions. Zelensky le sait bien, son salut passe par Washington, pas par l'UE. Le sommet du 6 mars ne sera qu'une nouvelle mascarade, un cache-misère pour une union qui, face à la guerre en Ukraine, n'a ni les moyens ni le courage de ses ambitions, qui demeurent par ailleurs bien floues. Retour vers le futur en Roumanie, où les méthodes du gouvernement pro-européen nous ramènent aux années de Ceausescu avec l'arrestation de Călin Georgescu. Nicolas de Lamberterie. La saga sans fin du coup d'État pro-européen en Roumanie continue,
avec désormais l'arrestation en pleine rue et l'inculpation de Călin Georgescu, qui aurait déjà dû être élu président de la République roumaine en décembre dernier, et se déplacer justement pour déposer sa candidature pour la prochaine élection présidentielle, réorganisée en mai prochain. Pour rappel, Georgescu était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en novembre dernier et était le favori pour le second tour. L'élection a été annulée par un véritable coup d'État de la Cour constitutionnelle à 2 jours du scrutin, sous le prétexte fallacieux d'ingérences étrangères, notamment russes, sur les réseaux sociaux, avant qu'il ne s'avère que ces fameuses ingérences étaient en réalité financées et pilotées par des hommes d'affaires roumains proches du président roumain sortant, Klaus Iohannis. Qu'à cela ne tienne, Călin Georgescu, qui s'est fait connaître en Roumanie il y a quelques années pour son opposition aux mesures Covid et avait reçu le soutien massif des électeurs roumains en raison de son opposition à l'implication de la Roumanie dans l'escalade du conflit en Ukraine, est toujours le favori de la prochaine présidentielle, puisque certains sondages prédisent qu'il pourrait même remporter l'élection dès le premier tour. Dès lors, la seule et unique question qui intéresse les observateurs est de savoir si Georgescu sera autorisé ou non à se présenter. La vague de perquisitions qui a eu lieu mercredi matin laisse clairement entendre que le système roumain est prêt à tout pour empêcher Georgescu d'accéder à la présidence de la République. Il s'agit d'une vague de perquisitions effectivement impressionnante, dans un style stalinien assez typique, aux petites heures du matin. 47 sites ont été perquisitionnés, y compris des domiciles où se trouvaient des familles avec des enfants. Donc on peut parler d'un coup de filet, d'une opération judiciaire de grande ampleur, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'arrestation. Le but pourrait très certainement être de fabriquer une affaire pénale, de manière à ce que Călin Georgescu, sur cette question des faux en déclaration, puisse être condamné au pénal, ce qui éventuellement pourrait remettre en cause par voie judiciaire sa compétence à déposer une candidature aux présidentielles qui doivent avoir lieu en mai. Les 6 chefs d'inculpation à l'encontre de Călin Georgescu sont assez conséquents. On y retrouve notamment l'incitation à troubler l'ordre constitutionnel, la diffusion de fausses informations, les fausses déclarations sur les comptes de sa campagne électorale et sur son patrimoine, l'organisation d'un groupe raciste ou encore l'apologie de crimes de guerre. En clair, il ne manque plus que l'atteinte à la vie d'autrui pour stationnement gênant. En l'état actuel des choses, ces inculpations ne sont pas de nature à empêcher Georgescu à se présenter à la prochaine présidentielle, ce qu'il peut faire jusqu'au 15 mars. Compte tenu des délais judiciaires habituels, des délais d'appel, etc., est-ce qu'il est vraiment raisonnable d'envisager une condamnation ferme en l'espace de 23 jours, puisque c'est le temps qui resterait à la justice roumaine pour disqualifier par voie judiciaire, encore une fois, par la voie d'une condamnation pénale, le candidat Călin Georgescu. Encore une fois, rien ne semble plus être totalement impossible aujourd'hui en Roumanie, vu l'état dans lequel se trouve maintenant, depuis le 6 décembre, l'état de droit dans ce pays, mais ça semble quand même assez invraisemblable. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plus encore d'un ballon d'essai lancé avant tout en direction de Washington ? C'est-à-dire pour voir comment l'équipe Trump va réagir ou pas à ce qui se passe. Ça expliquerait pourquoi, pour l'instant, les putschistes auraient eu à cœur de ne rien commettre de définitif, étant donné qu'en l'état actuel de l'affaire, une marche arrière reste possible et même facile. Pour le moment, c'est surtout Elon Musk, parmi les hommes forts de l'entourage de Donald Trump, qui a réagi et qualifié la situation en Roumanie de catastrophique. Aucune autre réaction officielle n'a encore été communiquée du côté des Américains, les autres éventuelles tractations étant donc pour le moment réservées aux coulisses. Du côté de Bruxelles ou des principaux pays européens, comme toujours, aucune réaction. On imagine volontiers ce qu'il en serait si demain un opposant à Viktor Orban était arrêté en pleine rue à Budapest et inculpé pour des motifs fantaisistes. Toujours est-il que face à son déclassement, à son décrochage dans la compétition mondiale et à l'appauvrissement significatif de ses citoyens, l'eurocratie semble de plus en plus décomplexée dans son tournant autoritaire et antidémocratique contre ses populations. Une chose est sûre, ce qui se joue actuellement à Bucarest dépasse largement les frontières de la seule Roumanie. Faut-il légaliser le cannabis? C'est ce que proposent des députés LFI Antoine Léaumont et son compère macroniste Ludovic Mandès. Louis Torcy. La Macronie flirte avec les insoumis. Leur projet, la légalisation du cannabis.
Le député Renaissance Ludovic Mendes et le LFiste Antoine Léaumont ont conjointement signé un texte appelant à légaliser le cannabis. Pour le député macroniste, l'objectif serait de détacher le consommateur du marché illégal vers le marché légal. Il prend en exemple certains de nos voisins européens qui, comme l'Allemagne, ont légalisé le cannabis. Problème, l'Allemagne pourrait bientôt revenir sur sa décision. Et pour cause, comme nous l'explique le criminologue Xavier Roffer, la légalisation du cannabis est toujours synonyme d'échec. Alors, par exemple, à Vancouver, je connais bien cette ville, vous avez 300 boutiques de cannabis dans lesquelles il y en a 250 de complètement illicites, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la licence du gouvernement qu'elles devraient avoir, mais elles sont exactement semblables aux autres, et c'est là où c'est drôle, et ça serait drôle si c'était pas tragique vu les résultats. La mairie de Vancouver elle-même ne sait plus quelles sont les vraies et quelles sont les fausses, car les narcos ont embauché des pirates informatiques qui ont été dans les systèmes de la mairie foutre une pagaille épouvantable, et donc la mairie elle-même ne sait plus si l'affichette qui est sur la fenêtre de la vitrine du coffee shop ou de la boutique de vente de drogue est une vraie ou une contrefaçon. Contrairement au laïus des progressistes, la légalisation du cannabis a pour effet de renforcer les groupes criminels et de faciliter leurs autres trafics. Toutes les boutiques illicites sont contrôlées par des gangs, que ces gangs en question en profitent pour y vendre de l'héroïne, de la cocaïne, des amphétamines et toutes les drogues dites dures qui sont, elles, toujours interdites, et y faire séjourner aussi des prostituées, comme ça on part dans l'arrière-boutique et puis on se fait une petite séance agréable, et ainsi de suite. La députée UDR Hanan Mansouri partage l'opinion de Xavier Roffer. Membre de la commission des affaires sociales, dont dépendent les questions de santé, cette parlementaire compte s'opposer fermement à la proposition d'Antoine Léaumont et de Ludovic Mendes. Le cannabis cause beaucoup de tort à notre société. Il y a un enjeu de santé publique qui est grave, il y a un enjeu de narcotrafic aussi qui est très important, et on le voit, ça fait des milliers de morts sur notre territoire, et je crois que légaliser le cannabis va absolument pas régler ce problème-là. Par ailleurs, on voit que dans d'autres pays où c'est légalisé, les résultats sont absolument pas à la hauteur. On a au contraire un public élargi qui commence à consommer du cannabis. Donc je m'opposerai fermement à cette proposition de loi s'il y en a une à l'issue de leur rapport. Légaliser le cannabis ne permettrait donc nullement de lutter efficacement contre le trafic de drogue. Tant et si bien que Gérald Darmanin, passé de l'intérieur à la justice, qualifie la proposition des députés LFistes et macronistes de discours de défaite. Pour Xavier Roffer, il existe pourtant des solutions simples. Quand il y aura des gens sérieux au pouvoir, comme la France est un pays unitaire et pas un pays fédéral dans lequel il y a 12 législations ou 40 ou 50 législations différentes, le fait de taper sur la table et de mettre fin au bazar sera beaucoup plus simple. Il suffit de convoquer le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale en disant les supermarchés de la drogue, fin du bazar dans les 3 mois, et ça sera fait, je vous garantis. Ils n'attendent que ça même. La France délestée de son industrie, de nombreuses entreprises passent sous pavillon étranger avec les Américains. En tête, le point avec Renaud de Bourleuf. Les Américains se servent en entreprise française et c'est open bar. La vente prochaine d'Opella, fabricant du médicament Doliprane, en est l'exemple typique. Mi-février, le groupe pharmaceutique français Sanofi et le fonds américain Clayton Dubilier Harris ont signé l'accord d'achat de la moitié du capital d'Opella. Cette filiale de Sanofi commercialise notamment le Doliprane et réalise 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 12% des ventes du groupe. Et tant pis pour la souveraineté sanitaire promue en 2020 par Emmanuel Macron. On pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Il nous faut retrouver la capacité à faire cela. Et donc, vous l'avez compris, la décision forte que vous avez prise aujourd'hui, l'enveloppe de 200 millions pour accélérer les financements, le mécanisme de planification et d'organisation et l'initiative de relocalisation sont les premiers axes de cette stratégie française de reconquête de notre pleine souveraineté sanitaire et industrielle. Par ailleurs, ce rachat s'est fait dans des circonstances
troublante. L'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg rapportait cette information au sujet du PDG d'Opella, Julie Van Ongeval. 2 sources ont révélé qu'elle avait un management package de 200 millions d'euros pour vendre aux Américains, alors que PAI n'avait donné que 50 millions. Donc nous avons la patronne d'Opella qui va toucher le pactole pour vendre aux Américains. Excusez-moi, il y a un petit problème. Sanofi est censé rester de son côté un actionnaire significatif d'Opella, tandis que la banque publique d'investissement BPI France prendra une participation de 2% dans l'entreprise. Le ministère de l'économie a tout de même posé quelques conditions. CDR, le groupe américain, s'engage à maintenir la production et l'emploi en France et à investir 70 millions d'euros dans le pays sur 5 ans. Selon le ministre Antoine Armand, il y aurait à la clé des sanctions très importantes. L'épisode n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. En 10 ans, plus de 1570 entreprises françaises sont passées sous pavillon américain, le tout pour plus de 120 millions d'euros. De quoi rappeler le feuilleton Alstom. En 2014, le groupe américain General Electric acquiert la branche énergie du français Alstom. Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée de François Hollande, avait plaidé pour que le groupe américain mette la main sur le fleuron industriel français. La même année, il devient ministre de l'économie et autorise la vente, ce qui entraîne la fermeture de plusieurs centaines d'emplois dans les mois qui suivent. Mais Emmanuel Macron, devenu président, fanfaronne en 2024 lorsqu'Alstom rachète à General Electric ses anciennes turbines. Le groupe américain a donc empoché 1 milliard d'euros offerts par la France pour acheter ses activités nucléaires. Et depuis 2022, une information judiciaire est menée au sujet du rôle tenu par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. L'enquête vise les acteurs qui ont potentiellement tiré profit d'un schéma corruptif présumé autour de la dite opération de vente. Mais la braderie des entreprises françaises est monnaie courante. Ainsi, Excelia, le fabricant de composants et sous-systèmes de précision, a été acheté en janvier 2023 par le groupe américain EICO. L'entreprise opère dans les domaines de l'aviation, de la défense, du spatial et du médical. Pas assez important pour l'État, qui ne s'est pas opposé à la vente. Notons que les Américains ne sont pas les seuls à se servir, les entreprises françaises passent parfois sous d'autres pavillons. Le cimentier Lafarge, avalé par le Suisse Holcim, l'équipementier Alcatel-Lucent, absorbé par le Finlandais Nokia. Rien d'étonnant avec un président qui ne parle pas de souveraineté française, mais de souveraineté européenne. Passons à présent à l'actualité en bref en France. François Bayrou va-t-il se dresser face à Alger ? Mercredi, le Premier ministre a convoqué un comité interministériel de contrôle de l'immigration. La question algérienne était au cœur de la réunion après l'attentat de Mulhouse commis par un clandestin sous OQTF qu'Alger avait refusé 10 fois de reprendre. À l'issue de la réunion, François Bayrou a annoncé que la France allait demander à l'Algérie que soit examinée la totalité des accords de 1968 entre les deux pays, faute de quoi ils seront dénoncés. Rappelons que l'accord de 1968 avait, avant le regroupement familial, donné aux Algériens un régime très favorable de circulation et de séjour, plus de facilité pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante, et un accès plus rapide à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans. La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Dans ce temps, va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue-là. Nous pensons, nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause. Reste à savoir qui portera la voix de la France face à Alger. Nous avons adopté un texte sur... je suis là dans une seconde. C'est comment je suis avec 9 règlements. Personne ne sait quand François Bayrou va prendre sa retraite, mais les discussions sur la réforme de 2023 sont sur la table. Ce jeudi, les 3 mois de discussion entre partenaires sociaux pour faire des propositions de modification de la réforme des retraites ont démarré. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent être régulièrement informés de l'avancée des discussions. François Bayrou rappelle que l'objectif doit être l'équilibre financier de notre système de retraite à l'horizon 2030. L'État fustigé par la juridiction administrative pour son immobilisme dans le domaine de l'immobilier. Mardi, le Conseil d'État a appelé le gouvernement à prendre un décret qui doit définir les contours de la formation initiale, désormais obligatoire, pour tous les agents immobiliers.
Une demande de longue date de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, qui espérait protéger les clients contre des pratiques commerciales abusives. Le Conseil d'État a critiqué l'action des gouvernements successifs qui, depuis 2014, ont négligé l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi. Après la rupture de son contrat avec l'État, le lycée musulman Al-Kindi se tourne vers les juges français. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif de Lyon. Rappelons que début janvier, le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la résiliation des contrats d'association qui lient l'État au groupe scolaire Al-Kindi à Dessines-Charpieu dans l'agglomération lyonnaise. Les raisons invoquées sont, je cite, des manquements pédagogiques et administratifs et des atteintes aux valeurs de la République. Plus précisément, la bibliothèque scolaire contiendrait des livres appelant explicitement au djihad armé ou à l'application de la charia. Notons que l'école avait parfois été pointée du doigt pour des soupçons de lien avec le Qatar ou avec la Commission de protection des civils, organisation ayant possiblement fourni des armes à Al-Qaïda en Syrie, sans que cela soit formellement démontré. Le tribunal administratif de Lyon doit se prononcer le 10 mars. L'actualité internationale en bref. Tension permanente en mer de Chine, au large de Taïwan, mais aussi de l'Australie. Pékin multiplie les exercices militaires à tir réel. La Chine a ainsi mené, mercredi 26 février, des exercices qu'elle a qualifiés d'entraînement au tir au large de la côte sud-ouest de Taïwan sans prévenir au préalable. Le gouvernement taïwanais a dénoncé un grave danger pour la navigation dans la région et une provocation patente. 3 navires de l'armée populaire de libération avaient en outre procédé à des exercices à tir réel entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande vendredi 21 et samedi 22 février, et cela en toute légalité, car il s'agissait ici d'exercices dans les eaux internationales, mais sans prévenir en amont les deux États. La Chine a également annoncé lundi 24 février des exercices navals à tir réel dans les eaux qui la séparent du Vietnam après que celui-ci eut précisé ses revendications territoriales dans la zone. Le 18 février, déjà, un hélicoptère de l'armée chinoise s'était approché à 3 mètres d'un avion de patrouille philippin près du très contesté atoll de Scarborough, en mer de Chine méridionale. Un enchaînement de manœuvres qui inquiète dans la région, alors que les regards ne sont plus vraiment portés sur Taïwan et les différents territoriaux chinois depuis l'investiture de Donald Trump. USAID, état des lieux du champ de bataille. La retentissante coupe dans les financements étrangers de l'Agence des États-Unis pour le développement international concernerait 92% des financements de programmes à l'étranger selon l'administration Trump qui a avancé ce chiffre mercredi. 60 milliards de dollars seraient ainsi épargnés aux contribuables américains. 5800 des financements accordés dans le monde par l'agence ont été coupés et il n'en resterait plus que 500 environ. Parmi ceux-ci, des subventions dites vitales ont été maintenues comme l'assistance alimentaire et des traitements pour des malades du sida, de la tuberculose et du paludisme, ainsi que pour des pays comme le Liban, Haïti, le Venezuela ou encore Cuba. Le 23 février, le gouvernement américain avait également annoncé le licenciement de 1600 de ses employés de l'agence aux États-Unis et le placement de la majorité du personnel en congé administratif. Liberté personnelle et liberté du marché. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, continue de se rendre à Canossa. Anciennement très docile avec les lubies diversitaires des démocrates, il a affirmé qu'il allait limiter les tribunes publiées dans le journal Le Washington Post, qu'il détient depuis 2013, à la défense des libertés personnelles et de l'économie de marché libre. Une décision dans le sens du vent pour celui qui avait refusé que la rédaction de son journal se prononce en faveur de Kamala Harris, alors que les recommandations électorales sont monnaie courante aux États-Unis. Le responsable des pages opinion du journal a annoncé son départ et plusieurs journalistes grincent des dents depuis le revirement opéré par le propriétaire il y a quelques mois. La NASA part à la recherche de l'eau de la Lune. L'agence gouvernementale spatiale américaine mène pour la première fois, avec une mission scientifique privée, une expédition en vue de l'exploitation des ressources sur la Lune. Il s'agira d'extraire des échantillons du sol lunaire pour établir la quantité de gaz et de glace d'eau qui s'y trouvent piégées. Des informations nécessaires avant d'envisager une base lunaire habitée. En plein bouleversement dans sa politique spatiale avec l'avènement d'Elon Musk, la NASA